Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bernard Cazeneuve est-il l'espoir de la gauche ? C'est une question que je vous pose, messieurs. Alors, ces derniers jours, les médias également se sont posé la question après que l'ancien Premier ministre ait lancé son mouvement très formellement nommé la Convention. Il se murmure que Cazeneuve ambitionne d'occuper une place entre la NUPES et l'aile gauche de la Macronie et qu'il se voit déjà entrer dans la course pour la présidentielle de 2027. Donc oui, la NUPES, c'est fini. C'est fini, Thomas. Et les meilleures analyses de cette fin politique ne viennent pas du macronisme, comme on pourrait le penser, mais elles viennent de l'intérieur. Et c'est Bernard Cazeneuve qui a un constat cinglant. Il dit que cette alliance s'est finalement fracassée sur deux choses, le culte de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon et sur sa stratégie politique, stratégie qu'il a théorisée, le bruit et la fureur permanent. Comment faire l'unité à gauche, dit Cazeneuve, quand on ne cesse de diviser les Français de façon aussi violente ? Alors, Cazeneuve, crédible à gauche, est-ce que vous y croyez ? Vous voulez un peu. Il est en train de prendre un peu le rôle qu'a eu Fabien Roussel pendant la campagne, c'est-à-dire que c'est vraiment la gauche telle que la droite l'aime. Et quand on regarde un petit peu, les gens qui promeuvent dans l'espace médiatique Bernard Cazeneuve, qui lui font prendre une place, depuis l'automne dernier d'ailleurs, parce que c'est la troisième étape d'une campagne des médias, notamment du Point, notamment du Journal du Dimanche, pour le lancer comme alternative possible à gauche. Quand on voit quels sont les organes qui le promeuvent, c'est le JDD qui appartient à Vincent Bolloré et à Lagardère, c'est le Point qui appartient à François Pinault, c'est beaucoup Franc-Tireur, qui appartient à Kretinsky. C'est toute une galaxie qui d'ailleurs, et c'est un lien, ça fait lien avec ce qu'on disait autour de Marlène Schiappa. Mohamed Sifawi qui était chroniqueur à Franc-Tireur. Tout à fait. C'est des gens qui sont très proches de Manuel Valls et qui sont tous plus ou moins aussi, au moins sympathisants, parfois proches du printemps républicain. Et donc de Raphaël Enthoven. Pour le reciter. Alors bien sûr aussi, oui, tout à fait. Oui, ça va avec Kretinsky, avec Franc-Tireur, etc. Donc en fait, c'est la gauche telle que la droite l'aime et telle qu'elle veut essayer de la faire exister de manière évidemment à conjurer la possibilité de victoire électorale de la NUP et d'une vraie influence politique, même si on ne gagne pas les élections, le fait qu'il y ait une vraie pression populaire. Et c'est pour ça que ça aurait été important qu'au second tour de la présidentielle, il y ait non pas Madame Le Pen, mais Jean-Luc Mélenchon, même s'il avait perdu, on n'en sait rien, on ne sait pas s'il aurait perdu. Mais en tout cas, il y aurait eu, disons, deux alternatives qui auraient été posées face à face. Et il en serait toujours resté quelque chose après. Il y a une force sociale, disons, une lisibilité dans le discours public d'un certain nombre d'idées qui sont incompatibles avec la marchéisation, précisément, avec le projet qu'a Emmanuel Macron pour la société française, projet néolibéral, qui vit ou qui ne vit pas, selon que la gauche vit ou pas. Alors, voilà. Et cette droite-là aime beaucoup et fait l'éloge. Il faut lire l'article dans Le Point d'un chroniqueur récemment, je crois que c'est Arthur Chevalier, qui fait une espèce d'éloge enflammé de Cazeneuve, qui le compare à Léon Blum, ce qui est totalement absurde, et qui en fait vraiment un parangon de progressisme, mais modéré, mais qui sait ne pas exagérer, qui sait ne pas diviser les Français, parce que naturellement, on peut être de gauche, mais il faut néanmoins surtout pas souligner que les intérêts de certains ne sont pas les mêmes que ceux des autres. En fait, ce qui est assez surprenant, c'est que Bernard Cazeneuve surgit à un moment où les différentes gauches semblaient se réconcilier après cette séquence très longue de la réforme des retraites. On a vu des gens quand même plutôt au PS qui étaient favorables à une 6e République. Alors, pourquoi il débarque maintenant, Bernard Cazeneuve ? C'est une très bonne question parce que il y avait cette NUP, encore une fois, quelle que soit notre sensibilité à gauche, c'est une bonne nouvelle parce que la gauche a toujours gagné quand elle était unie. Voilà. Et l'union de la gauche est toujours une bonne nouvelle, surtout quand, en plus, ça se fait sur des idées qui sont plutôt de gauche, alors de rupture, réformiste, plus, quoi. Voilà. Donc ça, c'était une bonne nouvelle et Bernard Cazeneuve a refusé clairement cette alliance et donc veut incarner autre chose. Alors, moi, là où je ne serais pas d'accord avec vous, c'est que je pense qu'on a toujours eu besoin en France d'un centre-gauche. On a eu pendant longtemps de parti radical. Ça a toujours été quelque chose. Le centre-gauche a toujours été important en France, d'abord comme force politique, et puis aussi comme manière de
calmer un peu les ardeurs révolutionnaires de la gauche un peu plus radicale ou de rupture. Et j'ai toujours pensé, moi, personnellement, que c'était bien qu'en France, on ait un centre-gauche qui puisse aussi modérer certaines ardeurs et garantisse disons, une gauche de gouvernement qui, finalement, ne soit pas, entre guillemets, trop révolutionnaire ou de rupture ou quoi que ce soit. Donc, on a Emmanuel Macron, il est du centre-gauche. Non, justement, Marlène non. Schiappa, je dis de gauche tout le temps. Justement, non, parce que c'est là où Bernard Cazeneuve... c'est là le problème central chez Bernard Cazeneuve. Parce que Bernard Cazeneuve, pour les gens, c'est qui ? Bernard Cazeneuve, c'est celui qui a fait partie du gouvernement, et pas de manière anodine, hein, il a été ministre de l'Intérieur et Premier ministre à la fin, qui a mené donc, les politiques néolibérales de la loi travail, le CICE, qui a été un scandale absolu, qui a été en fait une cadeau énorme aux entreprises. Mais plus que ça. Sans aucun retour. Sans aucun retour, et notamment avec des très grandes entreprises qui n'en avaient absolument pas besoin. C'est parti directement dans les paradis fiscaux. Voilà, je veux dire, c'est une mesure dont même la droite n'aurait pas rêvé. On parlait de prédation tout à l'heure. Voilà. Et c'est aussi la déchéance de nationalité, qui était une rupture dans notre pacte républicain, qui était gravissime, et qui d'ailleurs n'a pas abouti, parce que c'était une chose bien trop grave. C'est également le durcissement de la gestion du maintien de l'ordre, notamment dans les manifestations contre la loi travail, la loi El Khomri. C'est à ce moment-là que ça s'est durci. Il y a eu aussi une loi sur le refus d'obtempérer, qui donnait aux policiers un peu plus de latitude pour riposter, qui a abouti à davantage d'incidents liés à des refus d'obtempérer. Bref, je pourrais continuer comme ça longtemps. De mort, Ça n'est pas le centre-gauche. Ça, c'est pas une politique. Avec une gauche comme ça, on n'a pas besoin de droite dure. Voilà, exactement. C'est une politique qui est tout à fait contraire aux idéaux de gauche. C'est une politique qui est contraire aux idéaux d'émancipation, à la primauté des droits fondamentaux, mais Bernard Cazeneuve, à tout ça. On a l'impression qu'il tente de faire oublier ce passé politique désastreux, il tente de faire oublier ses échecs, et on se souvient notamment de l'affaire Rémi Fraisse. Oui, bien sûr. Il présente un homme nouveau. Sa responsabilité était engagée dans la mort, le dos déchiqueté à Sivins en octobre 2014 de Rémi Fraisse. Il y avait eu des ordres de fermeté, d'accentuation de la fermeté. On savait très bien sur place que ça risquait de dégénérer, et sa responsabilité est complètement engagée de ce côté-là. Et puis, la manière de gérer cette affaire-là aussi, c'est-à-dire de revendiquer, de refuser aucune remise en cause des méthodes policières. Alors, il a suspendu un temps l'usage des grenades offensives, mais il y a eu globalement quand même une subalternité de son temps et du temps de Manuel Valls, donc il était ministre de l'Intérieur de Manuel Valls, il faut le rappeler, de sa part à lui et de la part de Manuel Valls à l'égard des syndicats de police, qui est tout à fait déplorable et consternante, et qui n'a rien à enlever à la soumission actuelle de Darmanin ou à celle de Castaner à l'égard des syndicats de police. Je voudrais quand même rappeler quelque chose à propos de Bernard Cazeneuve, qu'on dit jamais, qui est bizarrement jamais dit, c'est que l'attentat à Charlie Hebdo, il a lieu dans des circonstances où les locaux de Charlie Hebdo ne sont plus protégés que par une personne. Le policier qui a été tué d'ailleurs à l'intérieur des locaux, puisqu'il avait une arme dérisoire seulement à sa disposition, et il était seul. Pourquoi est-ce que la garde rapprochée des locaux de Charlie Hebdo a été levée dans les mois qui ont précédé, alors même que le gouvernement surfait et accentuait en bonne méthode valsiste de communication sur la vague islamophobe, la peur du terrorisme islamique, etc. Alors même que les Charbes et les autres étaient en une de je ne sais quel magazine djihadiste au Yémen directement menacés. Donc, dans le cadre d'une politique générale, disons, de montée de la tension, dont Valls et Cazeneuve étaient partie prenante. Pourquoi est-ce que la protection des gens de Charlie Hebdo a été levée ? Parce que le syndicat Alliance l'a exigé. On va t'accuser de complotisme, Julien. Mais pas du tout. Le Canard enchaîné a publié, personne ne nie ce fait, même les experts les plus pointus. C'est Alliance. On a la demande d'Alliance. Le Canard enchaîné avait tout publié, mais c'était très peu commenté parce qu'évidemment, ça fait mal. Des gens qui ont mis en avant et qui continuent à faire de leur fonds de commerce en termes de com politique le danger islamiste, qui en réalité n'ont pas été capables, alors qu'ils roulent des épaules, ils affichent les valeurs de la droite, comme Cazeneuve, c'est-à-dire la sécurité, qui n'ont pas été capables de protéger les gens de Charlie Hebdo sérieusement, et qui ont cédé parce que le syndicat Alliance, qui est un syndicat d'extrême droite, ne supportait pas qu'il y ait en permanence plusieurs hommes affectés en bas des locaux de Charlie Hebdo, et trouvait que c'était injustifié, parce qu'on a l'habitude dans ces milieux-là, de céder à la police en permanence, c'est leur responsabilité qui est engagée. Voilà. Donc, Cazeneuve, c'est ça aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, Cazeneuve, c'est quand même quelqu'un qui est un avocat d'affaires.
il faut quand même pas oublier ça non plus. Hein. Ce monsieur prétend être une gauche de gouvernement. Alors je sais pas ce que ça veut dire une gauche de gouvernement. On parlait tout à l'heure, tu me demandais comment est-ce qu'on va pouvoir sortir. Mathieu, de clarifier ça après. Tu me demandais comment est-ce qu'on va sortir de ce démantèlement de l'enseignement supérieur et de la privatisation de l'enseignement supérieur. Et je te répondais, de toute façon, il va falloir un changement d'inflexion politique majeur, quoi, qui pourra pas se faire sans heurts. Si le gouvernement s'est justement refusé une inflexion majeure, qui ne peut pas aller sans aller à l'encontre d'un certain nombre d'exigences européennes notamment, qui ne peut pas aller sans heurter des intérêts très puissants financiers, ça ne sera pas une gauche de gouvernement, ce sera un gouvernement tout court, c'est-à-dire que ce sera quelque chose de droite. Cazeneuve, c'est quelqu'un qui travaille pour un cabinet d'avocats d'affaires, pour les grands groupes, qui fait du lobbying, qui est donc complètement de l'autre côté, qui est complètement de ce côté-là. Donc on comprend bien que la plupart de la grande presse de droite, Le Point, etc., JDD, promeuvent ce personnage et l'adoubent comme la gauche, comme il faut, la gauche qu'ils aiment. Mathieu, c'est quoi une gauche de gouvernement ? Alors, je pense que, justement, pour répondre à votre question et réagir, je pense que entre guillemets, le succès médiatique de Bernard Cazeneuve, après j'évoquerai juste l'espace politique très faible à mon avis qu'il a, mais doit quand même nous interroger sur une chose. Je pense que cette idée de respectabilité, de la gauche finalement qui serait présentable, etc., qui est un narratif qui est notamment beaucoup avancé par la droite et par certains commentateurs de droite. Elle est assez hypocrite, je suis d'accord, parce qu'au final, il s'agit de dire, alors prenons un social-démocrate libéral, en réalité, qui va mener une politique néolibérale au pouvoir, et donc on n'aura pas de gauche au pouvoir. Donc c'est hypocrite. En revanche, ça doit nous interroger sur la nécessité pour la gauche unie, parce qu'il y a toujours une gauche unie, la NUP, à laquelle moi je continue de croire, de faire attention sur la forme, à la manière de mener les combats et de faire attention aussi parfois à une stratégie de communication qui est assez clivante et qui peut aussi faire peur à certains, notamment à gauche, ou qui sont plus modérés. Et je dis ça pourquoi ? Parce qu'au fond, on parlait de Léon Blum, avec lequel Bernard Cazeneuve n'a aucun point commun, il me semble. Voilà, Léon Blum, c'était un immense progressiste, un immense républicain. Contrairement à ce que croit Le Point. Mais au fond, le Front populaire et même l'Union de la gauche sous Mitterrand, avec Épinay, etc. Et après, et sous Jospin aussi, ce qu'on appelait la gauche plurielle. Il y avait toujours une gauche modérée à l'intérieur de tout ça. Il y avait toujours une gauche modérée, etc. Et c'est pour ça que je disais l'importance d'avoir une gauche modérée, etc. Là, il y a Olivier Faure, il y a le PS d'Olivier Faure. Alors voilà, vous avez raison. Mais ce que ne supporte pas la droite, c'est qu'il y ait... ça, c'est vraiment leur problème, en fait. C'est que le PS, formellement, pour l'instant, est encore dans la nuque. C'est vrai. C'est ça qui les fait le plus enrager. Et c'est ça qui terrifie la droite. Il faut s'en réjouir. Pas. Mais disons, c'est le problème. Voilà. Juste pour ajouter un point très rapidement. En fait, pourquoi, à mon sens, l'initiative de Bernard Cazeneuve n'a aucun sens et est vouée, alors peut-être que je me trompe, mais est vouée à l'échec. D'abord, c'est finalement une personnalité qui est très proche d'Emmanuel Macron, même dans l'imaginaire des gens. Il a fait partie d'un gouvernement quand même qui a donné naissance littéralement à Emmanuel Macron, qui a été le secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande, puis ministre de l'économie. C'est pas rien. Donc c'est quand même cette sensibilité-là qui a donné naissance à Emmanuel Macron. Et les Français n'ont pas la mémoire courte. Ils le savent, ça. Voilà. Et puis deuxièmement, moi je crois qu'à gauche, aujourd'hui, et notamment chez les jeunes, il y a une demande de radicalité, il y a une demande de rupture. Il y a, sur les sujets sociaux, on l'a vu avec la réforme des retraites, c'était la gauche qui était dans... Contrairement à la révolte des Gilets jaunes, où c'était beaucoup plus complexe au niveau politique, là, la réforme des retraites, c'était la gauche qui était dans les rues. On a vu cette demande de radicalité, mais dans le bon sens du terme. Cette demande de rupture, d'une vraie gauche de rupture qui défend des vrais progrès sociaux et qui ne soit pas là à constamment être dans le statu quo. Et pareil sur la question écologique. Bernard Cazeneuve n'a rien à dire sur la question écologique, qui est peut-être la question la plus centrale aujourd'hui. Et quand on voit la jeunesse aujourd'hui, comment elle se mobilise sur la question écologique, comment elle a même parfois recours à des méthodes de désobéissance civile, ou en tout cas à une vraie radicalité qu'on peut contester sur certaines méthodes ou quoi que ce soit, mais qui est en fait un cri d'alerte, un cri d'alarme par rapport à la très très grave situation écologique.
cette demande-là de radicalité, de rupture sur ces différents sujets, il l'incarne pas du tout. Bernard Cazeneuve ne l'incarne pas du tout. À qui parle Bernard Cazeneuve? Mathieu Slama, vous avez rappelé justement la proximité de Bernard Cazeneuve avec la Macronie, Emmanuel Macron. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'idiot utile des macronistes, puisqu'il peut affaiblir le PS et par ricochet la NUPES? Je pense que lui-même, c'est pas un idiot utile au sens où je pense qu'il est tout à fait conscient de son rôle en fait. Je pense pas qu'il s'illusionne et qu'il s'imagine. De toute façon, je sais pas comment fonctionne la psychologie de ce genre d'homme politique. Mais je trouve que le parallèle avec Fabien Roussel fonctionne assez bien. Et on voit jusque dans le détail d'ailleurs que parmi les publicistes qui n'ont de cesse que Bernard Cazeneuve soit couvert d'éloges, il y a Raphaël Enthoven qui a fait un livre qui s'appelle Qui connaît Fabien Roussel, totalement à contre-pied de ce qu'on pourrait croire devoir attendre aussi bien de Roussel que d'Enthoven, juste avant l'élection présidentielle, où il faisait le gars, bon bien sûr, moi je ne suis pas communiste, mais en même temps, je trouve que pour quelqu'un de gauche, à gauche c'est encore ce qui se fait de mieux, c'est quelqu'un de raisonnable, il a des valeurs que je partage, d'ailleurs c'est peut-être des valeurs de droite, mais ça c'est pas grave, et donc je fais ce livre d'entretien avec lui. Et puis Roussel qui était tout content puisqu'il essaie de sauver sa boutique, et de toute façon, voilà. Fabien Roussel défend quand même, au point de vue social, quand même des mesures plutôt progressistes, on peut au moins les reconnaître, il défend, il était fondé contre la fin de retraite, etc. Oui, tout à fait. Là où sur les questions sociétales, je suis d'accord, c'est son rôle. Mais c'est toujours dans des termes et dans un imaginaire, disons, qui rassure la droite. Il n'a pas aussi hésité, Roussel, à plusieurs reprises, quand même, à faire des allusions limites racistes, en tout cas à endosser un certain nombre de peurs prêtées aux petits blancs, parce que reste à voir si c'est des vraies peurs, mais en tout cas à attiser, à jouer sur cette corde. Voilà, il y a un côté beaufry, si on peut dire, qu'il cultive, un petit blanc, des signes de reconnaissance, disons, qui peuvent rassurer la droite, qui entretiennent le personnage, qui captaient aussi un certain nombre de gens qui étaient rebutés par certaines positions de LFI antiracistes. Et ça, cette question est très importante. C'est d'ailleurs là-dessus que Cazeneuve et ses soutiens de droite se déchaînent le plus. Ce sont les positions antiracistes de LFI. La première chose qui leur vient à la bouche, Cazeneuve et compagnie, quand il s'agit de LFI, ce sont les indigénistes, ce sont des islamistes. Parce qu'ils refusent de jouer le petit jeu qui est le fonds de commerce de cette élite politique qui, en France, a toujours fonctionné, qui a été utilisé à l'outrance depuis Manuel Valls, dont on a vu les effets notamment avec ce scandale autour de la mort de l'utilisation de la mort de Samuel Paty, ce petit jeu qui consiste à attiser la haine d'un ennemi intérieur, maintenant c'est l'islam, pour faire passer des politiques dont on sait qu'elles sont très impopulaires. Ce petit jeu-là, LFI refuse de le jouer, et ça crée de très fortes tensions internes, et c'est toujours là-dessus que Cazeneuve et son entourage, c'est en ça qu'il est proche du printemps républicain, attaquent LFI. Donc c'est le produit politique finalement de cette nébuleuse. Oui, et là-dessus il y a une jonction encore une fois possible avec Roussel. Mais je pense surtout que Bernard Cazeneuve, moi je ne mets pas en cause sa sincérité, je pense qu'il est persuadé qu'il y a une voie possible dans cette gauche social-démocrate, libérale. Je pense qu'il est persuadé que la voie Hollande, finalement, d'une gauche, comment dire, voilà, qui n'est pas anti-entreprise, on va dire, qui est très très modéré au point de, en réalité, trahir un certain nombre de choses. Il est persuadé que c'est possible. Je pense que c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la tradition des Tony Blair, des Gerhard Schröder, etc. Et je pense qu'il est convaincu de ça. Mais c'est des néolibéraux. Voilà. Mais Macron est dans la même tradition. Mais il ne voit pas que Emmanuel Macron représente l'aboutissement finalement politique en France, de cette tradition. On voit ce que ça donne, que c'est en fait une tradition de droite et qui en plus s'avère, avec Emmanuel Macron notamment, assez conservatrice sur certains plans, assez autoritaire également, en particulier la pratique du pouvoir, les états d'urgence, etc. Voilà. Et donc, en fait, je crois que Bernard Cazeneuve est un homme du passé. C'est quelqu'un qui ne voit pas du tout les métamorphoses de notre époque. Il ne voit pas du tout la crise sociale, l'ampleur de la crise sociale, l'ampleur de la crise écologique, et qu'il est complètement à rebours de tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans les gauches occidentales, qui reviennent à des programmes qui sont beaucoup plus des programmes de rupture. Et je finis juste sur un point, vraiment un mot. C'est là où, je crois, à mon sens, la responsabilité de la gauche aujourd'hui, elle est immense. Et
ce qui m'agace un peu en ce moment, c'est les bisbilles de union, pas union, on y va seul sur l'élection européenne, pour ensuite... Moi, je suis très agacé par tout ça, et même si, encore une fois, il y a des gens de très haute valeur au Parti socialiste, chez LFI et chez les écologistes, mais là, en fait, l'enjeu, il est majeur, quoi. L'enjeu, il est majeur. Historiquement, la gauche n'a gagné que unie. Elle n'a jamais gagné autrement que unie dans notre histoire. Donc, c'est très simple. Comment dire, ce qu'il y a devant nous, là, c'est la perspective non seulement pour la gauche d'enfin reprendre le pouvoir, parce qu'au final, là, on voit bien l'échec par rapport à la réforme de retraite, mais c'est pas grave. Si la gauche arrive au pouvoir en 2027, c'est fini la réforme des retraites. On revient à une politique... Ça dépend. Si c'est sur des bases hollandistes, alors, pas voilà, du tout. Alors, évidemment, moi, je parle de la question, c'est je parle de l'union de la gauche telle telle gauche que la arrive au NUP l'envisage. Ouais. Et d'autre part, il y a la menace de l'extrême droite. Et c'est là où, encore une fois, où je reviens notamment sur la forme, sur le fait que l'extrême droite joue la respectabilité, joue nous sommes très républicains, alors qu'ils ne le sont pas du tout, par définition, par nature, historiquement ou quoi que ce soit. L'extrême droite est en train de jouer la carte de regarder comme on est modéré, regarder comme on est respectable, acceptable, etc. Et discipliné, exactement. Et d'un autre côté, la gauche se fait diaboliser, etc. Et c'est là où l'enjeu de l'union de la gauche et de la manière dont la gauche va vraiment tenir bon dans la tempête est fondamentale, parce que c'est aujourd'hui, je pense qu'on peut honnêtement dire, sans être non plus devin ou quoi que ce soit, mais dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où ça sera soit la gauche, soit le Rassemblement national. Et c'est là, encore une fois, où l'union de la gauche va être fondamentale sur, encore une fois, un programme de rupture, mais avec... je crois vraiment qu'il faut, dans la communication, dans certains comportements, dans certaines choses, faire très attention, parce qu'encore une fois, il y a les militants qui sont, eux, convaincus de cette nécessité d'être un peu dans la surenchère, etc. Je comprends très bien ça, voilà. Mais il y a la France entière à qui il faut parler, qu'il faut convaincre, parce que je rappelle qu'une élection, notamment présidentielle, il faut aller à la majorité, il faut avoir la majorité des voix. Et donc, je pense que là, il y a une responsabilité qui oblige aussi, je pense, la gauche à être très attentive à la manière dont elle communique, la manière dont elle va gérer ça, et ne pas laisser des Bernard Cazeneuve ou autres jouer la carte de la gauche respectable. Parce que alors ça serait une défaite absolue pour la gauche. En 2027, ça serait plutôt soit la droite ou soit l'extrême droite. Et quand je dis droite, c'est la droite incarnée par Macron et son potentiel successeur Gérald Darmanin. On est bien d'accord qu'on ne place pas à gauche. Il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps encore. Alors, c'est certain qu'on ne gagne pas sans s'unir, ça c'est évident, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, le piège, c'est que les termes dans lesquels cette union se fait déterminent le résultat final. À savoir, est-ce qu'une fois la victoire acquise, en réalité, on va gouverner sur des bases qui sont en contradiction avec les termes de l'Union et avec la volonté des gens qui vous ont porté au pouvoir. C'est un peu l'histoire des déçus du mitterrandisme. C'est aussi l'histoire du hollandisme, puisque ça a encore joué à cette époque-là. Il faut dire qu'en face, il y avait Sarkozy et tout le monde se disait... cet horrible personnage dont on voit encore aujourd'hui, puisqu'il y a encore une affaire là qui repart, à quel point, en fait, c'est un malfrat. Enfin, c'est le malfrat de la République. Justice, c'est un malfrat. Cet horrible personnage qui cachait pas tellement, d'ailleurs, parce que la droite, contrairement à la gauche, est absolument pragmatique, ne se soucie pas des grands principes généraux. Ce qu'elle voit, c'est ses intérêts. Les électeurs de droite savent qu'ils votent pour des gens corrompus. Pourquoi croyez-vous que Fillon a fait 20% alors que son amour de l'argent et son manque de scrupules étaient étalés aux yeux de tout le monde? Parce qu'ils n'ont pas ces divisions qu'on a nous à gauche, parce qu'on a des petites divergences. Les gens votent pour leur intérêt, point barre, et que ce soit un escroc qui les représente, c'est pas du tout un problème. C'est toujours mieux qu'un gars de gauche qui va risquer de leur faire payer plus d'impôts, puisque c'est toujours à courte vue. Alors, la question, c'est oui, faire l'union, mais et pour faire l'union, il faut que d'une certaine manière, il y ait un peu un malentendu. Il faut qu'il y ait des ambiguïtés, puisqu'en fait, des gens vont converger, alors qu'en réalité, il y a des points sur lesquels ils ne sont pas vraiment d'accord. Simplement, il ne faut pas que ça vire du mauvais côté. Et je trouve que le cas Hollande est un cas d'école, justement, puisque donc, on a voté Hollande tellement ce qu'il y avait en face, c'était pas possible. Et puis, on a vu, en fait, dans tous les domaines, ou presque, ce qu'a fait Hollande est bien pire. Commencer par l'atteinte radicale au droit du travail qui a dénaturé la notion même de travail. Un saut qualitatif dans la notion de travail qui est redevenu une marchandise, ce qui n'était pas en droit. À ce moment-là, je passe aussi sur les lois antiterroristes, l'état d'urgence, etc., utilisé sans aucune vergogne. La déchéance de la nationalité. La loi antiterroriste est utilisée sans aucune vergogne contre les écologistes, et de manière vraiment affichée, quoi. Donc voilà,
il faut quand même aussi s'interroger sur ce point-là. Maintenant, et je termine là-dessus, la virulence de Cazeneuve et consorts, et de tous les gens valsistes du printemps républicain autour de lui, et cette droite qui le promeut, cette virulence terrible contre LFI, c'est des islamistes, c'est des djihadistes, ils sont complaisants, etc., est quand même un bon signe. Parce que ça veut dire qu'ils ont peur. Ça veut dire quand même qu'ils sont inquiets. Ils ne sont pas sereins. Et le fait qu'ils cherchent tout le temps à promouvoir comme ça ce genre de personnage qui est compatible avec eux, dont ils savent qu'ils sont inoffensifs, devrait d'une certaine manière nous encourager. Alors bon, là c'est convention avec ce parti. On peut aussi faire un petit florilège pour s'amuser de ces partis mornés ou ridicules qui sont symptomatiques comme ça de l'incapacité du PS à continuer sur les mêmes bases et de son discrédit. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y avait eu c'était la Belle Alliance Populaire à un moment donné. Après il y a eu la gauche, de plus en plus ridicule, parce que derrière il y a les communicants naturellement. Je vous renvoie aussi à l'excellent parti de Le Drian, ce grand hiérarque socialiste qui a réussi à être qui a réussi à être ministre de la Défense sous Hollande, puis ministre des Affaires étrangères sous Macron. C'est quand même un modèle extraordinaire. Grand ami de l'Arabie Saoudite, grand vendeur d'armes à toutes sortes de régimes tout à fait recommandables, qui avait fondé Terre de Progrès. Il a fondé un parti qui s'appelle Terre de Progrès pour expliquer qu'il est toujours de gauche, naturellement. Bon. Et donc, Convention, ce superbe parti lancé par... Le nom qui évoque la grande épopée révolutionnaire, la Convention, voilà. Il y a quelque chose d'un peu... Convention va être, je pense, mis au placard à côté de toutes ces belles initiatives. On l'espère. Oui, voilà. C'est le mot de la fin. Voilà. On partage tout cet espoir. Merci beaucoup, Mathieu Slama, essayiste, auteur d'Adieu la liberté. Merci, Julien Terry, historien, vous connaissez bien ici, aux médias, bien évidemment.